Nouvelle vidéo top flop, voilà, c'est mes lectures de l'été niveau manga, il y a un peu de BD aussi. Vachement orienté nouveauté, je dois dire, il y a pas mal de nouveautés que j'ai découvertes. Pas mal de mangas que j'ai vraiment pas apprécié, donc je m'excuse d'avance si je vais être peut-être un petit peu insultant entre guillemets contre certains mangaka, enfin certaines œuvres en tout cas, parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas du tout aimé, et donc je vais pas passer par quatre chemins, et je vais pas forcément voilà, passer de la pommade ou faire semblant. On va commencer par une grosse déception, c'est Dark Souls, le tome 1 Rédemption qui est sorti je pense assez récemment chez Manabook. Comment vous dire que c'est un manga extrêmement dispensable. Alors je l'ai acheté juste parce qu'il y a écrit le nom Dark Souls dessus, parce que sinon je l'aurais probablement pas acheté, parce que j'aime bien les Souls-like, j'aime bien les Dark Souls, le 3, j'aime bien Elden Ring aussi, donc c'est un univers qui me plaît bien sur plein de choses, sur le lore et tout ça, et notamment le lore de Dark Souls pouvait être une opportunité de commencer ce manga, enfin en tout cas une excuse pour le commencer. C'est très dispensable. Déjà le manga est assez cher je trouve, il est au prix de 16$, donc je pense qu'il est un peu plus cher chez vous. Il est moins cher, mais je veux dire que par rapport à un manga classique en France il doit être un peu plus cher. Et donc Dark Souls 3, au-delà de son prix, c'est un manga qui se termine en 20 minutes. Et au niveau de l'histoire, par contre, c'est là où ça pêche, je trouve. Ça va vraiment être une histoire voilà, d'une personne qui se réveille dans un moment, voilà, un peu donné. Il y a une sorte de, c'est un peu comme une sorte d'élu qui a déjà vécu quelque chose dans le passé. Enfin, j'ai même pas forcément envie de vous décrire l'histoire parce que c'est quelque chose d'un peu osef et aussi très dispensable. Mais surtout, voilà, en point fort, c'est vrai que les dessins sont top, les dessins sont bien. Mais voilà, en fait, vous allez passer au travers du récit et vous allez vous dire, bon bah ok, est-ce que j'ai envie de lire la suite? Je pense que honnêtement très peu de personnes qui ont commencé Dark Souls vont lire la suite parce que pour moi c'était très mauvais comme aussi Babel qui est une histoire de vengeance, donc de Yugo Ishikawa, donc Babel de New Akenden, qui est aussi une histoire un peu osef qui nous sort tout droit de chez, qui nous vient tout droit de chez Crunchyroll. Donc pour le manga Babel, on va suivre plusieurs personnages, dont l'un qui est une sorte de pèlerin, qui a un pèlerinage à faire, et pendant ce pèlerinage, il va trouver un loup qui est probablement l'une des meilleures idées de ce manga, si ce n'est la seule bonne idée de ce manga, qui est un loup qui va être ultra fort, ultra intelligent, qui va un peu se lier d'amitié avec ce pèlerin, et ils vont former un sorte de petit duo. Donc il y a un peu cet aspect Cro-Blanc où voilà, le loup est un personnage en lui-même, et en fait en parallèle de ça il y a toute une histoire de clan. Je crois que le manga se passe dans l'ère, donc c'est l'ère Heroku, donc en 1558, donc c'est quelque chose d'assez vieux, mais il y a cette touche de fantasy, bon, notamment avec ce loup, mais aussi avec certaines sorcelleries, des choses qui viennent rendre en compte, enfin qui viennent bouleverser un peu le cours de l'histoire. Et moi ce que j'ai vraiment pas aimé avec ce manga, c'est tout d'abord son style artistique, que je trouve très, voire trop générique, où on est sur du dessin numérique mais sans nuance, sans, je sais pas, enfin c'est trop plat, c'est trop, c'est trop... c'est insultant de dire ça, mais si tu demandes à une intelligence artificielle de dessiner un manga, probablement que ce sera dans ce style-là, parce que ça dégage pas grand-chose. Et donc tu as cette histoire aussi de vengeance qui est pas forcément captivante à suivre. Il y a beaucoup de clans qui se font la guerre, tout ça, donc faut prendre en compte ça. Et je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé non plus. Babel, je continuerai vraiment pas. Je suis désolé si je suis pas très, exhaustif dans l'explication, mais c'est pour vous dire que j'ai tellement pas retenu ce manga à ma lecture que j'ai du mal à forcément vous faire un résumé spécifiquement. Là, une grosse déception, je m'attendais pas à le mettre à ce niveau-là. Alors, je préciserai si c'est des services presse ou pas par écrit ou à l'oral, mais Onigoroshi, ce n'est pas un service presse, je l'ai acheté, j'ai acheté les 3 premiers tomes, j'ai lu les 3 premiers tomes, et ça a été un peu une purge pour moi de lire Onigoroshi. Alors, c'est dommage parce que c'est un manga que j'attendais énormément,
parce que voilà, on venait de finir Gannibal et il y avait pas mal de gens qui disaient que bon bah ça allait être la relève, la suite. C'est même si je m'attendais à pas que ça soit le même type d'histoire, donc avec des cannibales dans un petit village, je m'attendais pas à ça évidemment, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus réfléchi, un peu plus profond. Le problème c'est que là on est aussi dans un récit de vengeance, donc on va avoir ce personnage qui est un ancien membre de la pègre, enfin qui officie dans l'univers de la pègre, qui est ultra fort. Le problème c'est qu'il va énerver de mauvaises personnes qui sont une sorte de clan formé un peu de politiciens, d'autres membres de la pègre, voilà, un sorte de clan très influent qui va l'assassiner tout simplement, enfin qui va tenter de l'assassiner parce qu'ils vont pas réussir. Et donc ça le tue pas mais ça le rend handicapé, voilà, c'est devenu un légume, il peut plus parler, il comprend pas trop ce qui se passe. Et donc c'est pour ça que le clan qui a voulu l'assassiner le laisse tranquille, il se dit bon de toute façon il va rien pouvoir faire. Sauf qu'un jour il se réveille un peu de cet état léthargique et il peut communiquer, parler, agir de son propre chef, et donc là évidemment il va décider de se venger de ce clan qui a devant lui assassiné sa femme et probablement sa fille, et donc évidemment qui veut se venger. Et donc là encore on a une histoire de vengeance, et moi ce que j'ai vraiment pas apprécié dans Onigoroshi, qui m'a fait faire déposer le manga et dire bon je vais pas le continuer, c'est qu'il y a trop de personnages, beaucoup trop de clans, et c'est vraiment très dur à suivre et très désagréable. Alors même si j'ai lu les 3 mangas d'affilée, j'avais du mal encore à retenir les prénoms, à retenir les clans, donc il y a vraiment du name drop à chaque fois, de clans, de personnages, et c'est très dur à suivre, et en fait il y en a beaucoup qui sont introduits tout au long du récit, et donc quand tu penses avoir une petite base de ok je connais ces personnages, je comprends, on en rajoute d'autres qui ont des liens avec les autres, c'est vraiment très relou à suivre je trouve, à la lecture. Et en plus de ça, je trouve que tout ce qui est l'action, tout ça c'est très basique, et parfois même ça va un peu trop dans le vulgaire, en laissant de côté le fond. Donc c'est pas vraiment ce que je recherche dans mes lectures aujourd'hui. C'est pour ça que Onigoroshi, malgré les 3 premiers tomes, me plaisent pas. Je dirais un point en positif, c'est peut-être les dessins qui eux sont assez particuliers. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est très brut. C'est vraiment, j'aime beaucoup les dessins, faut être honnête, mais voilà, ce qui est au niveau de l'histoire, c'était très dur à suivre, assez désagréable, tant pis. Là on passe dans, donc là c'était un peu les flops, mais là on commence à arriver dans ce qui est un peu mieux, avec Doga, que j'ai acheté juste avec cette couverture que je trouvais magnifique, qui est un récit un peu post-apocalyptique, science-fiction, c'est un peu dur à le catégoriser, je le mettrais dans la science-fiction. Donc dans ce récit, on va avoir un sorte d'aristocrate qui est issu d'une famille très riche, pas aristocrate mais plus un sorte de prince pour faire plus simple, qui va vouloir découvrir un peu le bas peuple, qui va vouloir un peu découvrir le monde, et pendant son voyage il va se faire poignarder malheureusement par des individus à la suite d'une risque, et en fait il va se retrouver de facto transposé dans un corps de cyborg, donc un sorte de corps robotique malgré lui. Et donc il va être un peu contraint de ses mouvements, enfin ça va être très dur pour lui de passer de riche prince qui est curieux à cyborg, donc tout le monde on s'en fout quoi. Mais ce personnage il peut retrouver sa forme humaine s'il trouve une certaine sirène, une certaine créature un peu fantastique, et pour l'appuyer dans sa quête il va rencontrer Doga, donc le personnage féminin de cette histoire, qui est une orpheline, un peu qui vit un peu dans le bas peuple et qui est un peu vulgaire, qui est assez drôle, et en fait ils vont former un duo. Évidemment il va lui dire si tu m'aides à retrouver la sirène je te paye, donc elle ça va être un motivateur pour l'aider dans sa quête, et en fait ils vont découvrir, elle va découvrir le monde extérieur parce qu'elle est jamais sortie de sa petite ville, et l'aristocrate aussi, le prince aussi va lui découvrir aussi le monde extérieur, et donc on va découvrir cet univers à travers leurs yeux. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est un peu cet univers globalement, qui est assez original je trouve, même si ça vient puiser dans beaucoup de récits. J'ai trouvé l'univers assez original, les dessins sont assez cool, puis voilà, tout ce qui est science-fiction post-apocalyptique, un peu désertique, avec des véhicules un peu de la Renaissance, je trouve que l'univers global est stylé, ça va être un peu une sorte de quête, donc c'est quelque chose où on est assez habitué, donc je me ferai un plaisir de continuer la lecture.
D'ailleurs, si tu as envie d'acheter les mangas que je te présente, tout ça, tu peux aller sur l'IRCA, qui est un site de vente en ligne. Tu as 5% avec mon code, si ça un 5% sur tous les livres que tu peux acheter sur le site. C'est un lien affilié, donc moi je touche une commission quand tu dépenses de l'argent dessus. Voilà, c'est une manière de soutenir la chaîne. Et si tu aimes tout ce qui est carte One Piece, qui est carte Pokémon, tout ça, tu peux aller sur le site Baron Collection pour acheter les derniers sorties One Piece. Il y a OP09 notamment qui est sorti récemment avec des cartes de fou. Donc tu as aussi 5% avec le code 1viewer qui est en description aussi. Ça fait plaisir, ça soutient aussi la chaîne. Merci à vous. Premier service presse de la vidéo avec Justice League versus Godzilla versus Kong. Voilà, cette bande dessinée qui m'a été envoyée par Urban. En fait, je la voyais un peu comme une blague. C'est moi qui l'ai demandé parce que quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, ok, ils savent vraiment plus quoi créer. Sauf que quand je me suis un peu intéressé à l'univers des super-héros chez Urban, donc le DC Universe, j'ai découvert la bande dessinée Injustice, qui est un sort de produit dérivé du jeu vidéo Injustice, donc du jeu vidéo de combat. Et en fait, je voyais la couverture, je me suis dit ouais ok, ça donne pas trop envie. Mais en fait, quand j'ai lu Injustice, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant sur plein de points. Et donc je me suis juré de plus juger vraiment une licence ou un livre sans forcément m'y intéresser, même si voilà, quand je vois Justice League versus Godzilla versus Kong, on sent que c'est une BD qui a été commandée, on sent que ça a été pour surfer sur le film Kong versus Godzilla, voilà, pour le lancer en parallèle, pour faire un peu de bruit. Je suis conscient de tout ça. Le fait est que quand j'ai lu la bande dessinée, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. La première, c'est que on n'est pas juste sur du combat où on se fout sur la gueule et voilà, les grands monstres s'affrontent. Il y a un peu de profondeur, notamment avec Superman, qui est un personnage assez important de cette bande dessinée, qui va, il y a tout ce questionnement au début du récit où il est en mode, en fait il a jamais pris de vacances de sa vie, donc voilà, c'est un super-héros qui travaille toujours, donc tu as cette notion de les super-héros doivent-ils toujours être disponibles pour tout le monde, quitte à sacrifier leur vie personnelle, donc il y a un peu cette réflexion qui est amenée, qui est assez intéressante, et autour de ça va se déployer pas mal de choses, notamment l'arrivée de monstres comme Godzilla, qui vont totalement détruire la ville métropolis, je pense, ou qui est un peu l'équivalent de New York, je crois, dans DC Comics. Alors excusez-moi si c'est pas exactement les termes, mais voilà, t'as Godzilla qui arrive et là tout va commencer. On va comprendre comment Godzilla et d'autres monstres sont arrivés dans cet univers, évidemment avec les comics. Tout ce qui est multivers, tout ça, c'est assez facile de justifier les choses, mais voilà, je dirais que le seul point faible de cette bande dessinée, c'est les méchants qui sont un peu osef selon moi. C'est un peu, voilà, t'as des méchants qui sont beaucoup plus marquants selon moi dans le DC Univers, et les méchants qui sont mis en avant, notamment le méchant qui est à la cause de tout ça, c'est un méchant que je connaissais pas, et en plus de ça, c'est pas un méchant qui m'a marqué dans ce récit. Je dis ça parce que dans les bandes dessinées de super-héros, c'est toujours bien d'avoir un très bon méchant, c'est pour ça que Batman aussi est Batman, c'est parce qu'il y a le Joker. Là, on rentre dans les mangas qui sont un peu plus plaisants, enfin les récits qui sont un peu plus plaisants, avec Dragon Hunt Tribe, ouais, j'espère que je le prononce bien, qui est un manga de Shiro Kuroy, qui a notamment fait mince alors. Léviathan, voilà, j'ai juste ici. Quand je vous dis, moi, les noms, j'ai toujours du mal, mais ouais, Léviathan, que j'avais beaucoup aimé, qui est un manga en 3 tomes, et il a été, c'est un auteur qui a été vraiment très marquant de par son dessin, plus que par le récit. Même si moi j'ai bien aimé l'histoire de Léviathan, qui est un peu ce battle royale dans l'espace, avec des élèves qui doivent survivre, qui doivent choisir qui va survivre, qui va pouvoir être dans une capsule. Donc c'était vachement cool, je trouve, aussi au niveau des scénarios, mais tout le monde s'accordait à dire que les dessins de Léviathan, c'était quand même quelque chose. Et là, je trouve que c'est le problème de Dragon Hunt Tribe. Je trouve que les dessins de l'auteur sont vraiment adaptés pour un récit où c'est assez psychologique. Voilà, il y a du dialogue, où il y a des expressions faciales. Mais quand on est dans quelque chose d'un peu plus d'action, je trouve que c'est un peu trop saccadé. L'auteur manque peut-être de... Je sais pas, au niveau du découpage, peut-être il manque un peu de maturité sur la façon de fluidifier une scène.
Je sais pas, je trouvais que les scènes d'action dans Dragon Hunt Tribe, on va l'appeler Dragon Hunt, ce sera plus rapide, je trouvais que les scènes d'action, elles n'étaient pas trop intéressantes. Contrairement aux scènes plus de dialogue, où on voit les personnages dialoguer, je trouvais ça plus intéressant, et je me rends compte que j'ai même pas décrit le récit, mais en gros on est un peu dans un univers où il y a des dragons, évidemment, hein, tu t'en doutes, et des chasseurs de dragons qui survivent de la chasse de dragons. Et donc c'est un univers qui est assez beau, avec des îles flottantes et tout ça, donc ça c'est cool, et on va en fait avoir une fille qui a été élevée par des dragons, enfin on pense qu'elle a été élevée par des dragons, qui va être recueillie par des chasseurs de dragons, donc t'as toute cette, un peu ce moment où une humaine élevée par des dragons n'a pas du tout les codes d'humaine, donc quand elle est intégrée dans une société, elle va forcément avoir du mal, mais le tome 1 se passe sur beaucoup d'années, donc on va la voir évoluer, on va la voir apprendre à parler et tout, et donc on va avoir ce gros discours de, vu qu'elle a été élevée par des dragons, elle veut pas forcément les tuer, parce que c'est un peu comme sa famille pour elle, donc imagine-toi si elle a été élevée comme des dragons, et que elle bascule de l'autre côté des chasseurs de dragons, il va y avoir forcément des désaccords au niveau de la philosophie de chasser des dragons, de survivre de ça, et donc c'est ça qui est vachement intéressant, l'univers est assez prometteur, le manga est assez prometteur, c'est juste ce petit bémol sur les dessins, parce que voilà, c'est beaucoup détaillé, je trouve que des fois c'est un peu illisible, c'est dommage, mais à d'autres moments, sur des pleines pages et tout ça, je trouve ça absolument magnifique. Donc à voir comment ça va évoluer avec ça, peut-être l'auteur va peut-être plus développer, va s'améliorer avec le temps, je l'espère en tout cas. On enchaîne avec Ansel Sakamichi, évidemment, le manga de sport, l'un des mangas de sport les plus attendus en France. Ça fait longtemps que les gens l'attendent, malheureusement il n'arrivait pas, puis là Kurokawa l'ont lancé en partenariat aussi avec l'équipe, dans une édition plutôt classique, un peu à la Hippo, tu vois, si tu connais les nouveaux Hippo, donc sans jaquette et tout ça, ils sortent dans cette édition. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'ils savent d'avance que c'est pas un manga qui va forcément percer autant qu'un grand manga, un grand shonen, donc ils commencent déjà avec une édition qui leur coûtera peut-être un peu moins cher à produire pour essayer de le proposer sur le long terme, parce que Ansel Sakamichi, je crois que c'est une centaine de tomes, enfin en tout cas c'est beaucoup de tomes. Et donc évidemment c'est un manga de vélo. Ce qui est intéressant avec ce manga, pour faire rapide, c'est que le personnage principal qui s'appelle Sakamichi Onada, il y a un indice dans le titre, ce personnage principal il fait beaucoup de vélo pour aller notamment à Akihabara parce que c'est un geek, et en fait il fait ce trajet souvent, alors que c'est un trajet qui est énormément en montagne et tout, et donc ceux qui sont habitués au vélo et au Tour de France, tout ça, vous savez qu'il y a plusieurs styles de cyclistes, donc il y a les sprinteurs, il y a les grimpeurs, et donc Sakamichi a l'air d'être un très bon grimpeur. Le truc c'est que il fait du vélo, mais avec un vélo qui est complètement éclaté au sol, pourtant il rivalise avec des vrais cyclistes, et donc il y a toute cette philosophie de il a un talent, c'est un diamant brut, comment il va pouvoir développer ça, donc on suivra l'aventure. Alors moi je vous avoue que je l'ai acheté pour découvrir un petit peu, mais je me suis pas dit, je me suis dit si je le continue ce sera peut-être en numérique. Le fait est que Kurokawa ne l'offre pas encore en numérique en tout cas, ou n'a pas fait d'annonce autour du numérique, voilà, je l'ai commencé en me disant de toute façon juste pour voir un peu l'esprit parce que ça a l'air cool, je lirai pas forcément la suite, mais je me suis retrouvé en rayon la semaine dernière et j'ai vu le tome 2 et je me suis dit en fait j'ai envie de voir la suite, donc j'ai acheté le tome 2. C'est pour vous dire que j'ai plutôt apprécié le tome 1 et que j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc à voir comment ça se développe. On continue dans l'esprit avec un autre manga de sport, dit Alpine Climber, qui est un service presse de chez Mangetsu. Un manga que j'attendais beaucoup parce que c'est mon pote qui a fait le logo, voilà, que tu vois juste ici. Ça fait un moment que je l'avais vu le logo, il me l'avait un peu montré en soum et tout, donc c'est un manga que je suivais. C'est un pote aussi qui m'a c'est à la Halte, donc je mettrai son Instagram en description, qui est aussi un créateur de contenu manga et qui fait quelques logos pour Mangetsu et pour d'autres maisons d'édition. Et donc c'est aussi un pote qui m'a mis un peu à l'escalade, donc pendant une période je faisais un peu d'escalade en bloc, donc je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est un peu un hasard que aujourd'hui je présente ça, parce que je trouve que c'est une belle histoire. Je sais pas où aller avec cette histoire, mais pour venir dans The Alpine Climber, on va avoir ce personnage qui s'appelle Yasushi Yamanoi.
donc Yasushi sera plus simple, qui va se retrouver qui va se trouver une passion pour la montagne et pour l'escalade, qui va vouloir grimper, c'est son objectif de vie, c'est devenu son objectif de vie, et donc on va le suivre dans cette passion où il va se trouver aussi très talentueux, et aussi il va y avoir toute ce trope de passion qui devient peut-être un peu plus qu'une passion, qui devient peut-être une obsession, et donc qui va lui causer des torts, des blessures, mais voilà, il veut quand même continuer. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir ses parents aussi qui vont un peu s'inquiéter, forcément, ils vont se dire mais attends, c'est un peu dangereux ce qu'il fait, il s'est déjà blessé, des blessures graves, est-ce qu'il c'est sûr de continuer, mais qui vont au final voir que de toute façon ils peuvent rien y faire. T'es passionné Yasushi, donc continue ce que tu fais, et donc j'ai trouvé ça très cool. C'est un récit aussi qui est sublimé par les dessins qui, je trouve, sont très efficaces, donc des dessins de Takuro Yamashi, et au scénario c'est Kunihiko Yokomizo. Voilà, désolé pour la prononciation. Donc c'est une histoire que je continuerai forcément. Je crois que c'est une histoire qui est finie en 10 tomes ou un peu plus, je sais pas, donc c'est une histoire courte, entre guillemets courte, ça reste beaucoup 10 tomes, c'est pour certaines personnes, mais non, c'est vraiment un très très bon manga. On enchaîne, et je m'attendais pas à le mettre aussi haut dans le top. Là il reste 3 œuvres à présenter, et en quatrième il y a Dead Rock de, vous le connaissez, Hiro Mashima, qui a fait Fairy Tail, Eden Zero, pour ne citer que, et en fait j'ai vraiment apprécié cette lecture. Alors on est dans du shonen classique, un énième shonen avec des démons, des choses comme ça, ok, mais j'ai vraiment passé un bon moment dans ce manga, qui raconte un peu, voilà, imagine-toi le monde des démons, le monde de l'enfer en fait, et il y a une sorte de concours, une sorte d'école qui organise un concours qui va élire le futur gérant de l'enfer, pour faire simple. Et donc nous on va suivre le personnage principal qui s'appelle Yakuto, donc il y a un jeune garçon que tu vois ici qui est tout à fait classe, et qui va rentrer un peu dans ce cursus scolaire entre guillemets, et qui va vouloir devenir un peu candidat en fait pour devenir le futur roi des démons. Le truc, c'est qu'il y a un plot twist au milieu du livre où on s'aperçoit que ça sera pas juste un manga de écoliers et de démons. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui vient, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce plot twist, et c'est vraiment ça qui m'a fait ok, j'ai vraiment envie de voir la suite. En plus de ça, il y a beaucoup d'action, évidemment, on est dans un univers démoniaque, donc il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de morts, enfin c'est vraiment la mort là-dedans, c'est quelque chose de secondaire, ça arrive à tout le monde. Voilà, les élèves peuvent se tuer s'ils ont un différent ou s'ils aiment pas un autre élève, donc il y a beaucoup de confrontations, et comme je t'ai dit, il y a une sorte de grand méchant qui est peut-être un peu plus un grand méchant qu'un méchant classique. Enfin voilà, je veux pas te cacher le plot twist. En tout cas, si t'aimes tout ce qui est shonen, classique, tout ça, Dead Rock, ça se lit super bien et c'est super efficace, je trouve. On enchaîne avec un gros bébé qui est La Route de Manu Larsenet, et qui est d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Donc La Route, si tu as vu le film, qui est aussi une œuvre d'après le livre de Cormac McCarthy. Voilà, on est dans un univers post-apocalyptique. Toujours, voilà, il s'est passé quelque chose sur la Terre, je sais pas vraiment trop ce qui s'est passé. Je crois que c'est une bataille peut-être nucléaire, un truc comme ça, qui a complètement détruit notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc il y a certains humains qui ont survécu et qui essayent maintenant de survivre, et t'as toujours ce monde dans ce monde post-apocalyptique. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Évidemment, c'est les autres humains, et donc on va voir un père et son fils essayer de survivre dans cet univers. Donc c'est un récit qui est assez intéressant parce que tu le prends en cours, on commence pas par un début, on va juste découvrir l'aventure de ces deux personnages qui sont déjà en cours, ils ont déjà un vécu avant, on ne nous raconte pas forcément ce vécu avant, donc on les découvre dans un moment de leur vie, jusqu'à un autre moment, et en fait à la fin du récit, va y avoir aussi, le récit continue sans nous, donc voilà, on est vraiment sur un passage de leur vie, on va voir leur quotidien, leurs problèmes, comment ils arrangent ça, et on va voir cette relation père-fils qui va être développée dans un univers très hostile, donc évidemment avec beaucoup de surprises. C'est vraiment une bande dessinée très poétique, mine de rien, avec beaucoup de
voilà, de philosophie sur bah, ces humains, comment ils réagissent dans un univers où tu dois survivre à tout prix. Voilà, il y a un peu une notion de karma aussi, je trouve, dans ce livre, enfin dans ce récit, qui est assez intéressante aussi. C'est vraiment des dessins magnifiques, tu te prends une claque quand tu lis ça, mais je dois dire que c'est pas non plus un indispensable parce que comme je te l'ai dit, tu prends un récit en cours, tu le finis, ça continue, enfin c'est pas vraiment quelque chose que tu lis pour avoir une histoire de bout en bout parce que c'est pas vraiment ça, c'est pas une aventure de bout en bout avec une conclusion, avec une quête au début, c'est vraiment très poétique comme je te dis, très posé, mais ça en reste très intéressant parce qu'il est dans ce top 3 mine de rien. Les deux prochains, j'hésite, je pense que ouais, les deux rentrent dans le top 1, enfin les deux sont assez différents et j'ai vraiment apprécié la lecture. On va commencer par Le vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumoshi, cette autrice qui va dépeindre la relation avec Tomoko juste ici et le vendeur du magasin de vélo. Donc ça paraît pas trop ici, mais c'est des gens qui ont à peu près la trentaine, ou en tout cas ils ont entre 26 et 30 ans, de mémoire c'est à peu près ça. Donc c'est une relation qui est un peu plus mature que du shoujo naturel, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on est un peu dans du josei avec ce récit. Et voilà, donc on va voir un peu cette romance. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé avec ce manga, c'est ce côté un peu voilà romance, un peu plus mature, avec des problématiques de personnes à cet âge-là. Donc des problématiques qui me touchent plus que quand je lis par exemple du shoujo où je suis un peu en mode ouais, c'est un peu prout-prout. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus mature, que ce soit dans les relations au travail, tout ça, vachement intéressant. Puis t'as ce personnage, donc le vendeur du magasin de vélo, qui est aussi vraiment intéressant, qui est un peu un voyou, sans être vraiment un voyou honnête, geek. Enfin, c'est un personnage haut en couleur. Les personnages de toute façon dans ce manga sont vraiment haut en couleur et on adore les voir interagir entre eux, on adore voir cette relation évoluer. Ouais, non, moi j'ai passé un super moment, c'est un peu une vibe à la Hirayasumi, même si ça n'a rien à voir, mais c'est, tu vois, dans le style de lecture et d'appréciation, ça se situe à peu près à ce niveau-là. Pour finir cette vidéo, The Ishinoi's Family Deadly Sins, voilà, encore un nom tiré par les cheveux, de Taizan 5, qui est une autrice qu'on a découvert, je pense que c'est l'année dernière, ou peut-être l'année encore d'avant, donc 2022 ou 2023, avec Ta copie en 2 tomes, qui a fait pas mal de bruit, pour plein de raisons, parce que c'est un récit très, dans la couverture, qui avait l'air très joyeux, enfin en tout cas qui avait... C'est un récit qui a appelé tout le monde, puis à un moment, boum, t'as mis une sorte de dépression dans la tête, et là on est à peu près dans le même style, puisqu'on va avoir ce personnage qui s'appelle Tsubasa, qui va se réveiller à l'hôpital entouré de sa famille, et en fait, on lui demande est-ce que tu te rappelles de quelque chose, tout ça, et il va se rendre compte qu'il est amnésique. Et en fait, le plot twist, c'est que toute la famille est devenue amnésique parce qu'ils ont fait un accident de voiture et toute la famille est devenue amnésique. Donc là, au début, tu te dis bon on va lire un truc bon enfant parce qu'ils ont dit ah bon tant pis, on va se soutenir dans cette aventure. Voilà, on a tous vécu la même chose, on va réapprendre à se connaître, c'est assez rigolo, c'est assez bon enfant, donc t'as un peu cette gaieté. Puis là, hop, ils sortent de l'hôpital, ils rentrent dans leur maison, et là, les ennuis commencent parce qu'en fait tu t'aperçois que peut-être que c'était pas forcément une famille très heureuse. Donc j'adore ce plot twist qui vraiment arrive très tôt dans le récit, et moi j'étais pas du tout au courant, même si le titre en fait Deadly Sins, qui veut dire les péchés capitaux je pense, peut-être laisser penser ça, mais ouais, vraiment je me suis lancé dans ça, dans le manga sans connaître les tenants et les aboutissants, et ce plot twist qui arrive très vite, je te le rappelle, donc c'est pas un spoil, et en fait voilà, c'est vachement intéressant parce qu'on va s'apercevoir que chaque personnage a un peu ses problèmes, et ils vont décider de le cacher à d'autres membres de la famille. Voilà, ils vont pas vouloir, enfin ils vont rentrer dans leur chambre, ils vont voir des trucs, ils vont dire ok non, ça je le dis pas, on fait genre comme si ça n'existait pas, et en fait, même s'il y a ce plot twist qui arrive très vite, il y a une autre chose qui arrive aussi très vite, et j'ai pas envie de vous spoiler, ça arrive au tome 2, parce que je l'ai lu les 2 premiers tomes, et donc c'est un récit qui est très vivant, avec pas mal de twists, et t'as vraiment envie de lire, de découvrir qu'est-ce qui va arriver de cette famille, avec un personnage très touchant, et une histoire qui est plus sombre qu'il n'en a l'air, et c'est ce que j'aime bien avec Taizan 5, qui je pense va vraiment faire parler d'elle, encore une fois avec ce manga, et peut-être avec d'autres mangas par la suite, parce que je trouve qu'elle a un style graphique qui est absolument fou. Voilà, quand on le compare avec Babel, que j'ai présenté au début, qui est très générique, là on est sur quelque chose de beaucoup plus organique, c'est une proposition beaucoup plus
stylé selon moi. Avec voilà, souvent elle aime bien faire des déformations avec, enfin des plans avec plusieurs points de fuite, et donc à l'œil c'est vraiment un style, un parti pris. Les personnages aussi sont stylisés très enfantins, mais tu as ce clash entre style enfantin et histoire très sérieuse. Donc vraiment tu peux te lancer dans The Ishinoise Family Deadly Sins, parce que bah, c'est vraiment cool. Le tome 3 est déjà sorti chez vous, j'ai hâte de le lire, je pense que c'est une série que je vais faire en numérique pour le coup. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre toi aussi tes avis sur les mangas que j'ai présentés pour voir si on a les mêmes avis. Je serais curieux de vous lire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Ciao.